La fumée sacrificielle. Chapitre 1er. Le signe dans le ciel. La sécheresse s'abattit sur les terres de la tribu comme un souffle brûlant. La rivière s'assécha, les pierres de son lit brillaient au soleil comme des os nus. L'herbe brunissait, les feuilles pendaient comme des chiffons secs, et les champs de maïs se fissuraient, comme si quelqu'un avait creusé de vieilles rides dans la terre. Les gens se rendaient aux sources et revenaient avec des récipients vides. Les enfants pleuraient de soif, les vieillards restaient silencieux. Dans ces jours-là, la tribu recourait au rituel de la fumée sacrificielle. Ce rituel était connu des ancêtres de leurs ancêtres. Il était plus ancien que les légendes, plus ancien que les chants. Il n'avait pas besoin de mots, seulement du feu, des herbes et le souffle du chaman. Les gens croyaient que si la fumée s'élevait directement vers le ciel, les esprits entendraient leurs prières et enverraient la pluie. Mais si la fumée se dispersait, cela signifiait que le ciel avait détourné son regard. Préparation. Un chaman nommé Chao, grand et aux cheveux blancs, rassembla la tribu dans une clairière sacrée. Le soleil déclinait et l'air était rouge et lourd, comme si le jour lui-même s'éteignait avec le feu. « Cette nuit décidera si nous serons encore en vie demain, » dit-il. Les femmes apportèrent des bottes d'herbe, de la sauge officinale, des pétales de fleurs séchées, des feuilles de saule blanc. Tout cela était conservé pour les grandes occasions. Les hommes empilèrent au centre de la clairière un bûcher fait de vieux arbres secs comme des os. Les enfants ramassèrent des pierres et les disposèrent en cercle autour du bûcher. Lorsque tout fut prêt, Chao sortit de son sac une ancienne pipe à fumer incrustée de pierres et la posa près du feu. Il ferma les yeux et commença à murmurer les noms des esprits qui, autrefois, avaient apporté la pluie. Ses lèvres bougeaient, mais sa voix était plus douce que son souffle. Début du rituel. Au coucher du soleil, les gens se sont rassemblés autour du feu. Chacun devait garder le silence. Seul le chaman et le feu pouvaient parler à cette heure-là. Les femmes ont jeté les premières bottes d'herbe dans les flammes. Le feu s'est embrasé et une épaisse fumée s'est élevée dans le ciel. Elle était lourde, âcre et âcre. Les gens ont regardé le ciel jusqu'à en avoir les yeux larmoyants. Tout dépendait de la direction que prendrait la fumée, vers l'avant ou sur les côtés. Au début, la fumée s'élevait en une colonne régulière et l'espoir s'alluma dans le cœur des gens. Ils la voyaient s'étirer vers les étoiles, comme si l'air lui-même l'attirait vers la voûte céleste. Mais soudain, une rafale de vent déchira la colonne et la fumée se dispersa dans toutes les directions. Les femmes se mirent à pleurer. Les hommes frappèrent le sol du poing. Le chaman leva les mains et dit « Tout n'est pas perdu. Écoutez, signe, la fumée ne s'est pas dissipée comme d'habitude. Elle n'a pas disparu, ni ne s'est dissoute dans la nuit. Elle s'est reformée, mais pas en colonne. Elle a commencé à prendre forme. Au début, c'étaient des silhouettes d'animaux, des cerfs, des loups, des oiseaux. Elles tremblèrent dans l'air, comme si elles étaient faites de brouillard. Puis les formes sont devenues humaines. De grandes silhouettes sans visage se tenaient dans la fumée et regardaient les gens en bas. « Ce sont les esprits de la pluie !» s'écria Aya, une vieille femme. « Ils sont arrivés !» Mais le chaman secoua la tête. Ses yeux étaient remplis d'horreur. « Non, » murmura-t-il, « ce n'est pas eux. » Les silhouettes commencèrent à descendre vers le sol. La fumée s'étirait, s'allongeait, s'épaississait, jusqu'à ce qu'elles se retrouvent près du feu. Leurs corps tremblèrent, comme si le feu les brûlait, mais elles ne disparaissaient pas. Première exigence. Les gens reculèrent, certains serrant leurs enfants contre leur poitrine. Le chaman resta près du feu. L'une des silhouettes se pencha en avant. Elle n'avait pas de visage, mais dans la fumée, on distinguait une fente qui ressemblait à une bouche, et de là sortit une voix rauque, comme si c'était la terre elle-même qui parlait. « Nous ne sommes pas des esprits de la pluie. Nous sommes des ombres oubliées. Vous nous avez réveillés avec votre fumée, et maintenant, nous exigeons le prix. » Les mots se répandirent dans la clairière comme des braises. Personne ne comprit immédiatement ce que signifiait « prix », mais tous ressentirent un froid, comme si la neige était tombée pendant la nuit. Présage. Le chaman Chao baissa la tête. Il savait que cette nuit ne serait pas comme les autres. La fumée n'avait pas appelé ceux qu'ils attendaient. Il frappa le sol avec son bâton et dit « Si vous exigez un prix, dites-le. Mais sachez que ma tribu ne s'inclinera pas avant d'avoir entendu votre vérité. » Les silhouettes s'agitèrent. La fumée s'agita, tourbillonna comme un entonnoir. Les gens regardaient,
retenant leur souffle. Et alors, les ombres dirent « Notre prix, c'est ce que vous cachez à la terre. Nous viendrons le chercher. » Après ces mots, les flammes du feu s'éteignirent, comme si quelqu'un les avait étouffées. La fumée se dissipa, mais les ombres restèrent, telles des taches sombres parmi les gens. Fin de la nuit. La lune était haute dans le ciel, éclairant le champ où les ombres se dressaient comme des gardes étrangers. Les gens ne savaient pas quoi faire. Le chaman restait silencieux. Il comprenait. Les esprits de la pluie s'étaient détournés. D'autres étaient arrivés. Et maintenant, la tribu devait payer le prix de son erreur. Tayan, un jeune chasseur, regardait ces silhouettes et sentait que la nuit n'était pas encore finie. Il ne savait pas ce que la tribu cachait à la terre, mais il sentait que c'était à lui de le découvrir et de payer le prix exigé par les ombres. Chapitre 2. Le prix sous la pierre. Le matin n'était pas doré, mais grisâtre, comme si quelqu'un avait tamisé la lumière à travers des cendres. Les oiseaux étaient perchés haut sur les branches les plus sèches et ne chantaient même pas. La rivière dégageait une impression de vide. Elle coulait, mais ne faisait presque aucun bruit, comme si l'eau était fatiguée de bouger. Les gens se réveillèrent aussi silencieux que pendant la nuit. Les mots collaient au palais, et la gorge sentait la fumée de la veille. Les ombres projetées par le poteau sacrificiel ne disparurent pas avec les premiers rayons du soleil. Elles pâlirent, se dispersèrent, comme si elles avaient fondu, mais restèrent dans le camp comme des empreintes de froid. Près du foyer de la vieille Aya, le feu brûlait moins bien que chez les voisins. Près de la grange où était entreposé le grain, l'air était plus froid d'1 degré. Près de la 13e hutte, sur le sable, il y avait des traces que personne n'avait laissées, comme si de la fumée avait glissé là, mais plus lourde que de la fumée. Le chaman Chao ne se couchait pas. Il était assis près du feu éteint, retirant les charbons sombres de la cendre avec ses doigts et les disposant en motifs. 4 points aux 4 coins du monde, une spirale à l'est, une croix à l'ouest. Il écoutait le craquement silencieux des charbons, qui semblait exprimer des pensées inexprimées. Et chaque fois qu'un charbon émettait un son faible, comme le cliquetis d'un engrenage de pierre, Chao le transférait au centre du motif, vers la pierre même qui servait de foyer. « Ils ne sont pas partis, dit-il lorsque Tayan s'approcha de lui. Ils se sont dispersés comme le vent lorsqu'il plonge dans les ravins. Que veulent-ils ? Demanda le jeune homme. Que signifie leur prix ? Le chaman porta un des charbons à ses yeux, en huma l'odeur, comme s'il respirait le souvenir de la fumée, puis répondit « Ils ont dit, ce que vous cachez à la terre. Cela signifie que ce ne sont pas nos corps, ni vivants, ni morts. Cela signifie que ce sont nos cachettes, ce que nous n'avons pas donné. » Les routes de la fumée Chao ordonna de rassembler les cendres du feu de la veille dans 4 sacs. Dans le premier, il fallait mettre ce que les femmes avaient brûlé, de la sauge et de la sauge officinale. Dans le deuxième, les restes de branches sèches de saule. Dans le troisième, les restes de racines de tournesol. Dans le quatrième, il a mis les cendres du bord, les étrangères, là où l'ombre entrait dans les flammes. « Prenons les 4 cendres, dit le chaman, qu'elles nous montrent le chemin. » Ils sortirent du campement. Là où le vent soufflait habituellement, il y avait aujourd'hui un calme plat, comme avant un orage qui n'était plus prévu depuis plusieurs lunes. Chao versa une pincée de chaque sac dans sa paume et leva les mains à hauteur de poitrine. D'un souffle presque imperceptible, comme s'il ne s'agissait pas de sa propre langue, il souffla sur les cendres, qui s'éparpillèrent en fines volutes vers le sol, comme si elles savaient où aller. Les cendres des femmes formèrent un chemin clair vers la grange où étaient entreposés les sacs de graines et les bottes d'herbe pour l'hiver. Les cendres de saule s'étirèrent vers le vieux cimetière, dont les pierres étaient désormais illisibles. Les cendres de tournesol se déposèrent près de la rivière, mais à quelques pas de l'eau, elles furent dispersées par un tourbillon invisible, et le chemin se mit à trembler comme la chaleur au-dessus d'une pierre. Et la cendre étrangère, sombre, longue comme la nuit, ne voulait aller nulle part. Elle s'éleva et, sans se disperser, resta suspendue au-dessus de la paume, ombre sur ombre. « Regarde, murmura Chao, ce chemin ne tombe pas. Cela signifie qu'il est en nous. » Tayan serra les dents. Il comprit que le prix ne serait pas dans la terre, mais au sein de la tribu, dans ce que le cœur gardait secret. La grange et les récipients. Le grenier à grains fut le premier chemin emprunté. Il faisait frais à l'intérieur, et ça sentait comme si la pluie de l'année dernière s'était oubliée là. Sous la direction d'Aya, les femmes tressèrent des cordes étroites à partir d'herbes, des nœuds de silence,
qu'elles nouèrent autour des récipients pour empêcher les souris d'y pénétrer et les esprits de dévorer leur patience. Contre le mur du fond se trouvaient des récipients en argile recouverts de couvercles. 4 étaient destinés aux haricots bruns, 3 au tournesol et 2 à des graines moins couramment utilisées. Et puis il y en avait un, tout blanc, avec un couvercle poli et sans motif. On le sortait rarement de la grange. On l'utilisait quand on ne voulait pas que l'on sache ce qu'il contenait. « À qui appartient ce récipient ?» demanda Chao. « À qui appartient ce récipient ?» demanda Chao. Les femmes se regardèrent, comme si quelqu'un avait prononcé un nom oublié. Finalement, Aya, petite et maigre, s'avança. « C'est notre silencieux. Nous y gardons ce qui n'a pas sa place dans les huttes. »« Les affaires des morts ?» demanda le chaman. « Les affaires des morts ?» demanda le chaman. « Et les affaires des vivants ?» répondit Aya sans détourner le regard. « Ce dont nous avons honte. Ce qui n'est pas prêt à être brûlé. » Chao acquiesça. Il passa sa main sur l'argile. Le récipient était froid comme l'eau à l'ombre d'une pierre. L'espace d'un instant, il lui sembla percevoir un murmure à peine audible dans l'argile. « Nous l'ouvrirons cette nuit. Mais pas ici. Laissons le lieu le demander. L'oubli et les os. » Le deuxième sentier menait à l'ancien cimetière, non pas vers les pierres rondes marquées du nom des familles, mais plus loin, au-delà de leurs lignes, là où reposaient les anonymes. Autrefois, on enterrait ici ceux qui avaient rejoint notre peuple, les prisonniers, les étrangers, ceux qui étaient morts en chemin, sans avoir eu le temps d'entrer dans le cercle. On n'avait pas le droit de les enterrer au cœur du cimetière, on les enterrait au bord, comme le disait la radio. Là, le vent jouait avec la poussière et les gravats, et chaque butte se ressemblait. Chao répandit une deuxième poignée de cendres qui ne se déposèrent sur aucune des pierres. Elles s'écoulèrent vers l'espace vide, comme vers un gouffre. « Il y a un trou ici, » dit le chaman. « Ce n'est pas une tombe. C'est un trou où l'on jetait tout ce qui avait été rejeté. » Ils creusèrent avec leurs pelles. La terre s'effrita dans un bruissement sec comme celui des grains. À la profondeur d'un coude, des morceaux d'argile apparurent. Ce n'étaient pas des os, mais des tessons de poterie. Sous ceux-ci se trouvait de la cendre, mais une cendre étrange, brillante de petits grains, comme du sel. « Ce sont des larmes, » soupira Aya. « Nous les avons recueillies autrefois, pendant un printemps difficile, quand il était interdit de pleurer. Ne salis pas la terre avec tes larmes. » Les femmes essuyaient leurs larmes dans des serviettes, les séchaient, secouaient les grains dans des boîtes, puis elles les ont mélangés à de l'argile et les ont enterrés. Tayan sentit son souffle se couper. « Ce que vous cachez à la terre, ce ne sont pas seulement des objets, ce ne sont pas seulement des noms, c'est l'eau qu'on n'a pas donnée, le sel des larmes qu'on a caché dans l'argile. Nous avons nous-mêmes empêché la pluie de tomber, dit-il d'une voix sourde. Chao acquiesça lentement. Et les voix, ajouta-t-il, celles qui n'ont pas été nommées, celles qui se sont tues par la volonté d'autrui. La rivière qui ne veut pas boire. La troisième piste de cendre menait à la rivière et tremblait, comme si elle n'osait pas toucher l'eau. Tayan, Chao et 2 hommes marchaient le long des roseaux desséchés jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'endroit que tout le monde évitait. Un puits sonore, un profond gouffre karstique s'enfonçant dans la terre comme une gorge noire. Les anciens racontèrent qu'autrefois, lors de fortes pluies, la rivière respirait par là, comme une baleine à la surface. Un jet, puis le silence. Maintenant, tout était différent. Sur le col de pierre du puits, un bouchon d'argile était incrusté comme une cicatrice. Sur le bord du bouchon, on voyait de vieilles traces de résine. Au centre, il y avait une petite cavité où l'on avait autrefois enfoncé un coin en bois. « Qui a bouché ça ?» demanda Tayan. « Qui a bouché ça ?» demanda Tayan. « C'est nous, » répondit calmement Chao sans chercher d'excuses. « Il y a 6 ans, quand l'eau engloutissait les rives, nous avons dit à la terre « Arrête de boire nos champs », et nous avons réduit la bouche de la terre. » Il posa sa main sur la cicatrice d'argile. Les cicatrices sont généralement chaudes, souvenir de la chaleur du temps passé. Celle-ci était froide, comme l'ombre sous une pierre, même en plein midi. Le contact provoqua un gémissement sourd dans la poitrine de Tayan, comme si ce gémissement avait enfin été entendu. « Ce que vous cachez à la terre, » répéta le jeune homme, « c'est nous. Notre peur, nos larmes dans l'argile, notre épine dans la gorge de la rivière. Le soir de la confirmation. » Lorsque leur petite troupe revint, le soleil semblait brûler et le monde entier avait pris la couleur de la terre ocre. Les gens attendaient à l'ombre de la grange, secs, poussiéreux,
les yeux brûlants de peur et de compréhension. Le chaman raconta doucement, sans grands mots. Il parla du récipient dans la grange, de la fosse oubliée au bord du cimetière, du puits bouché. Il n'accusa personne en particulier, mais tout le monde, car toutes ces choses étaient l'œuvre de tous. Les ombres, qui pendant la journée n'étaient que des empreintes de froid, s'épaissirent à la tombée de la nuit. Elles s'accrochaient aux entrées des maisons, s'étalaient sur les chemins comme un nuage bas, et formaient, près du feu des colonnes, des silhouettes semblables à des êtres humains, mais dont l'air intérieur était étranger. « Nous rendrons ce que nous avons reçu si vous nous rendez ce que vous nous avez pris, dirent-ils, et leurs paroles frémirent comme l'herbe devant le feu. Rendez à la terre ce que vous lui avez caché, les larmes, les noms, la bouche de l'eau, et rendez ce que vous gardez dans l'argile, où vous n'avez pas le droit de le garder. Comment allons-nous faire cela demanda Tayan. Ouvrez là où vous avez fermé, mais ouvrez correctement. Sinon, la pluie ne viendra pas d'en haut, mais de sous vos pieds, répondirent les ombres en s'inclinant, comme si elles s'apprêtèrent à entrer. Ouvrez là où vous avez fermé, mais ouvrez correctement. Sinon, la pluie ne tombera pas du ciel, mais de vos pieds, répondirent les ombres en se balançant, comme si elles étaient prêtes à entrer dans quiconque ferait un pas dans la mauvaise direction. Travail de nuit, le cercle du retour Chaos ordonna de préparer le cercle du retour, un rituel dont parlaient les anciens, mais qui n'avait pas été pratiqué depuis de nombreux hivers. Il chargea les femmes de tisser une longue ceinture respirante à partir de crins de cheval, d'herbes sèches et de bandes de vieux tissus afin d'envelopper les récipients sans briser la mémoire. Les hommes devaient s'aiguiser des spatules en pierre afin d'enlever la terre couche par couche, comme de l'écorce, sans la déchirer. Les enfants devaient ramasser de petites pierres lisses et rondes, les oreilles de la terre, afin de tracer un signe en spirale du centre vers les bords. Grâce à elles, la terre entendait mieux. Près du foyer des vieilles femmes, 2 personnes pilèrent du charbon noir et du sel blanc avec des pilons, jusqu'à obtenir une fine poussière. Aya chantait doucement une mélodie sans voix, de manière à ce que ses lèvres bougent, sans émettre de son. C'était la chanson « Ne touche pas avant » qu'on t'appelle, afin que les mains pressées ne brisent pas les seaux avant l'heure. Au centre de la clairière, Chao traça un cercle dans le sable, puis un autre plus petit, et une croix qui divisait le cercle en 4 secteurs. À l'est, il déposa un bouquet de bouleaux, à l'ouest, de la sauge, au nord, des branches de sapin, et au sud, des tournesols. Au centre, il plaça un récipient blanc provenant de la grange. Sa surface, lisse comme de l'os et solide comme un mot trop longtemps gardé secret, brillait à la lueur du feu. « D'abord les larmes, dit-il. Les noms, demain, quand la lumière se souviendra mieux. La bouche d'eau, la dernière nuit, sinon tout sera détruit. » La découverte des larmes. Les ombres se tenaient en demi-cercle, sans franchir le seuil invisible qui s'était dressé entre elles et les gens. Chao prit une petite pelle, passa le long du bord du couvercle et enleva l'argile, délicatement, pour laisser respirer. Une odeur de vieux tissu, de chaleur de la farine, de peau et de quelque chose de marin qui n'avait jamais été là auparavant, se dégagea, salé, comme une vague au ralenti. Sous le couvercle se trouvait un paquet de tissu blanc, usé mais qui ne s'effritait pas. Sur le tissu, des taches de sel, comme des étoiles dans la nuit. Chao déroula le paquet et des grains tombèrent du tissu. Ce n'était ni du sucre ni du sel gemme, et il contenait des étincelles claires. Avec les cristaux, il y avait des cheveux, fins, d'enfants, de femmes, d'hommes, et de petits talismans. Un pétale séché, un morceau d'écorce entaillé, une perle en os. Quand elles mouraient, et qu'on leur interdisait de pleurer, dit Aya, les femmes essuyaient leurs larmes dans des chiffons et les conservaient. Pour ne pas arroser la terre avec du sel, nous pensions ainsi préserver la pluie. Vous avez retenu le cours de l'eau, dit doucement Chao. Vous avez retenu le cours de la voix. Les ombres bougèrent, mais ne se précipitèrent pas, souèrent pas. Leur voix retentit plus calmement. Rendez-le. À la terre, pas au feu, pas à l'eau, à la terre. Et bah, silence. Le chaman demanda aux enfants de disposer les oreilles de pierre en spirale, du récipient vers le bord du cercle. Les femmes ont déployé le tissu, comme pour dévoiler une ancienne chanson, et ont commencé à secouer les cristaux dans la paume de Chao. Il en a pris une pincée et l'a répandue lentement sur le sol dans le secteur est. Le sel a disparu, comme si on l'attendait depuis longtemps. 4 poignées de chaque côté, dit-il, et une pour chacun. Le silence fut rompu par un bruissement. Le sel tombait sur le sable, s'y enfonçant comme de petites rafales de vent dans un grand tourbillon.
Quand vint le tour de Taiyan, il ne broncha pas. Il versa le sel au centre, près de son cœur, et l'espace d'un instant, il lui sembla que la terre soupirait et que ce soupir faisait bruisser l'herbe au loin. Les noms sur le bord. Après avoir jeté le sel, Chao conduisit les gens au bord du cimetière, vers la fosse où ils avaient trouvé les tessons et les cendres. La nuit était dense, mais la lune brillait d'un éclat régulier, et sur le sable poli, les ombres des hommes et celles des morts étaient indiscernables. Ils empilèrent les tessons en cercle, comme des mâchoires, et tous ceux qui se souvenaient murmuraient un nom qu'ils n'avaient jamais osé prononcer à voix haute. Là où il n'y avait pas de nom, on disait « le garçon avec la boucle d'oreille en cuivre, la femme qui marchait sans laisser de traces, le pâle qui ne serrait pas la main ». Les mots tiraient l'humidité de l'air sec, et les doigts des gens restaient légèrement humides, comme après la rosée. Les ombres se rapprochaient, peu à peu. Leur visage d'eau était toujours vide, mais ce vide n'était plus effrayant. Il reflétait ce que les gens cherchaient. Quand Aya prononça le nom que personne ne voulait entendre, le nom d'un homme banni pour une faute ancienne, une poignée de sable gonfla à ses pieds et retomba comme un soupir. Chao leva la main. Assez. Il y a beaucoup de noms. Que la terre les digère jusqu'à l'aube, la nuit près du puits. Il ne restait plus qu'une chose, la bouche de l'eau. Chao interdit à quiconque de s'approcher du puits sonore avant minuit. Ils s'assirent près du feu et restèrent silencieux, laissant le sel s'enfoncer lentement dans la terre et les noms s'imprimer dans la mémoire de la famille. Au milieu de la nuit, un vent léger se leva qui ne dura pas longtemps. Il souffla sur les peaux, les cheveux, les joues, comme la paume de quelqu'un. Les ombres vacillèrent et s'écartèrent de manière inhabituelle, comme lorsqu'on laisse passer celui qui porte l'eau. Ils arrivèrent au puits, et chaque pas résonnait dans le vide. La pierre grondait dans les profondeurs, bien que personne ne jetât quoi que ce soit. La cicatrice d'argile sur la gorge du puits pâlit. Chao sortit une pelle pointue et commença à enlever les couches épaisses, comme on enlève la peau d'un tambour avant de le réparer. Il ordonna à Taiyan de maintenir la sangle de respiration tendue autour du col du puits, pour qu'il ne s'effondre pas d'un coup. « Enlevons seulement les bords, dit-il. Laissons-le respirer. Ne lui arrachons pas la bouche. » Lorsque la première rainure s'ouvrit, une odeur, froide comme celle que l'on ne trouve que sous terre, s'en échappa, puis une odeur d'humidité, puis une sorte d'espoir étranger, comme l'odeur de la terre avant la pluie, que vous n'avez pas vue depuis des mois et dont vous avez oublié l'odeur. Les ombres se dispersèrent soudain en fines lignes et se posèrent sur les parois de la mine, comme des lettres, et leur voix devint très douce. Assez. Sinon, l'eau va sortir maintenant. Elle doit sortir plus tard, quand toute la peur renvoyée vers le bas aura cessé de la retenir. Chao s'arrêta. Il colmata le bord avec un torchon en herbe, pas avec de l'argile, mais avec une fibre respirante. L'ouverture du puits resta une bouche, pas un collier. Premier signe. Vers le matin, le ciel s'éclaircit, mais le soleil n'était pas encore levé. À la lisière nord du champ, là où la terre était comme une peau de brocart craquelée, 2 minuscules nuages de poussière humide apparurent, comme si un taupe avait soupiré en poussant la terre avec son museau. Près de la grange, l'air était redevenu normal et ne refroidissait plus les chevilles. Près du feu, la flamme d'Aya avait pris la branche humide, qui, la veille encore, crachait des étincelles. Les ombres ne s'étaient non pas dissipées, mais elles s'étaient affinées. Leurs silhouettes se découpaient en rubans, et dans ces rubans coulait sans bruit non pas une menace, mais une attente. Ils attendaient la deuxième nuit. Les noms devaient s'assembler dans le bon ordre, et la bouche de l'eau devait prendre son temps. Taiyan, fatigué mais pas abattu, était assis contre le mur de sa hutte et regardait ses doigts. Il restait du sel blanc dans les crevasses. Il le lécha du bout de la langue, et il n'était pas amer. Il était pur comme une larme qu'on n'a pas honte de rendre à la terre. « Nous avons commencé à payer, » dit-il doucement, afin que seul son souffle puisse l'entendre. « Je me demande combien de dettes nous avons en nous. » Il ferma les yeux et entendit un bruit dans les profondeurs du puits sonore. Ce n'était pas de l'eau, mais un souffle. Et dans la grange, le tissu qui avait longtemps retenu les larmes bougea doucement, demandant à devenir un simple chiffon. Essuyer les pieds sales de quelqu'un, finir dans le feu, se mélanger à la fumée, s'élever et se dissoudre dans ce ciel où, hier, le poteau sacrificiel n'avait pas pu s'élever. Présage de la deuxième nuit. Vers le soir, le ciel s'est dégagé, un miracle rare ces derniers mois. À l'ouest, l'horizon s'est teinté d'une bande bleue, comme si quelqu'un y avait passé un pinceau humide. Les anciens se montrèrent prudents, il ne fallait pas porter la poisse.
Les femmes sortirent les bords des tapis pour les faire sécher, au cas où il y aurait de la rosée. Les enfants scellaient leur rire comme on scelle les jeunes poulains, en silence pour ne pas effrayer la chance. Le chaman Chao, boitant de fatigue, fit le tour du campement. Il toucha les pierres, la poussière, les pots vides, les têtes des chiens endormis. Il murmurait non pas les noms des esprits, mais la liste de ce qui était revenu. Le sel est dans la terre. Les noms sont au bord, mais ils appellent. La bouche de l'eau est entr'ouverte. La fumée a cessé de s'épaissir au-dessus des enfants. Cette nuit-là, les ombres ne s'approchèrent pas. Elles restaient à distance d'un bras tendu, comme des parents avec lesquels on s'est disputé, mais qui discutent déjà. Leur prix était devenu clair. Le prix à payer était lourd, mais pas mortel. Rendre ce que le peuple avait caché à la terre. À la tombée de la nuit, Taïan se rendit à la grange et y vit Aïa. La vieille femme était assise sur le seuil et tressait quelque chose avec des herbes, une longue tresse fine. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il. « La mémoire n'est pas un nœud » répondit-elle en souriant, dévoilant ses gencives claires et édentées. « Pour que les noms ne restent pas coincés dans la gorge, mais soient attachés au coude. Pour qu'ils bougent et ne nous étouffent pas. Demain, nous rendrons les noms. » « Et s'il ne pleut pas ?» Aïa le regarda avec sincérité. « Au moins, nous serons purs devant la terre. Et cela, c'est déjà la pluie. Cette nuit-là, personne ne brûla d'herbe. Les flammes se reposaient. Les gens écoutaient le campement, ses craquements dans l'obscurité, le bruit de l'eau passant d'un récipient à l'autre, les soupirs du chien, le froissement des peaux quand un enfant se retournait dans son lit. Et dans cette musique simple, il y avait plus d'espoir que dans les grandes promesses de la veille. Et à l'est, là où la lumière naît toujours, dans un coin du ciel, une petite étoile s'est allumée, qui n'était pas visible auparavant, car la fumée la cachait. Maintenant, on la voit. Ce n'était pas un nuage, ni un éclair, mais c'était un signe. Les ombres l'ont vu aussi, et elles n'ont pas bougé. Elles attendaient, comme on attend un paiement qui vous a été promis, et que l'on semble enfin savoir comment obtenir. Chapitre 3. Les noms qui ne dorment pas. La nuit où le sel fut rendu à la terre s'acheva dans un silence semblable à un repos. Les gens s'endormirent profondément, et dans leurs rêves, ils ne virent ni silhouette de fumée, ni trace froide sur le seuil des portes. Mais à l'aube, l'inquiétude revint. L'air était frais, mais il ne pleuvait pas. Le ciel restait vide, transparent comme du verre ancien, sans nuages ni signes. Le chaman Chao dit « Nous avons versé des larmes, mais cela ne suffit pas. C'est maintenant au tour des noms. Tant que les anonymes resteront silencieux, l'eau ne s'écoulera pas. » Les anciens se regardèrent, les femmes baissèrent les yeux. Pour beaucoup, c'était plus effrayant que d'ouvrir les pots de sel. Donner un nom, c'était le reconnaître, le ramener dans le cercle où il avait été oublié ou banni. Le cimetière au bord du village. Le soir venu, la tribu se rendit au vieux cimetière. Là où reposaient les cendres et les ossements des anonymes, la terre semblait plus calme qu'ailleurs. Même le vent soufflait doucement, sans soulever la poussière. Au centre de la fosse creusée la veille, Chao disposa les tessons en cercle. Les pierres elles formaient comme des dents, comme une porte ouverte sur le vide. À l'intérieur du cercle, il déposa le tissu blanc qui avait recueilli les cristaux de larmes. « C'est ici que la terre entend le mieux, dit-il. C'est ici que nous rendrons leur nom. » Chuchotement. Le rituel exigeait le silence, mais pas complet. Chacun devait s'approcher et murmurer le nom de celui qu'il n'avait pas prononcé depuis des années. Pour certains, c'était un ancêtre. Pour d'autres, un ami ou un ennemi. Pour d'autres encore, un enfant mort sans qu'on lui chante de berceuse. Le vieil homme Théo fut le premier à s'avancer. Ses épaules tremblaient, mais il se pencha et murmura « Kalia ». Il prononça ce nom comme s'il lui échappait spontanément. Personne ne savait qui était Kalia, mais tous sentirent seul la terre trembler. Aïa s'approche de lui. Elle ferma les yeux, serra les mains et expira, hante. Son murmure était si faible qu'on aurait pu le confondre avec un souffle. Mais un froid s'échappa de la fosse, comme de l'eau dans une caverne profonde. Les uns après les autres, les gens s'approchaient et prononçaient leurs mots. Certains donnaient des noms, d'autres des descriptions. Le garçon brûlé, la femme aux yeux de chouette. Chaque voix laissait une trace dans la terre, et cette trace résonnait dans l'air comme un léger frisson. Les ombres écoutent. Les ombres se tenaient autour du cimetière, s'étirant en hautes colonnes de fumée. Leurs visages restaient vides, mais ce vide semblait désormais vivant. À l'intérieur, des étincelles scintillaient,
comme si des étoiles lointaines se reflétèrent dans l'eau noire. Lorsque les gens prononcèrent des noms, les ombres se penchaient plus près. Parfois, l'une d'elles tremblait légèrement, comme si celui dont le nom venait d'être prononcé y répondait. À un moment donné, l'une des silhouettes vacilla et tomba au sol. Mais elle ne se dissipa pas. Elle se releva et un cercle lumineux apparut sur sa poitrine. C'était un signe. L'un des noms avait trouvé son corps, une voix dans l'obscurité. Quand ce fut le tour de Taïan, il ne savait pas quoi dire. Il ne se souvenait pas des oubliés. Il était jeune. Mais soudain, un nom qu'il n'avait jamais entendu auparavant lui vint à l'esprit. Anakou, le mot lui échappa. Les gens le regardèrent avec étonnement. Personne dans la tribu ne connaissait ce nom. C'est alors que les ombres s'agitèrent. L'une d'elles, la plus grande, se balança et fit un pas vers le jeune homme. Un deuxième cercle, lumineux, apparut sur sa poitrine et une voix grave et traînante retentit, faisant se hérisser les cheveux de tous les spectateurs. Enfin, danger! La terre trembla. Les pierres du cercle grincèrent, comme si elles frottaient les unes contre les autres. Les femmes crièrent, les enfants se blottirent tôt contre leur mère. Le chaman frappa le sol avec son bâton. « Arrête !» dit-il. « Le nom a été rendu, mais le cercle n'est pas bouclé. On ne peut pas prendre plus que ce qui a été donné. » L'ombre s'arrêta. Sa lumière brûlait intensément dans sa poitrine, mais elle ne s'approcha plus. « Nous reviendrons, » dit la voix. « Nous attendons le dernier. » Après ces mots, toutes les ombres s'inclinèrent simultanément, comme pour saluer. Puis elles s'élevèrent dans les airs et se dissipèrent dans la nuit. Un signe dans le ciel. Lorsque la cérémonie fut terminée, les gens levèrent les yeux vers le ciel. Là où il n'y avait jamais rien, un mince nuage apparut. Il était petit, mais suffisant pour masquer une partie des étoiles. « C'est le premier signe, » dit Chao. « Mais ce n'est pas tout. Ils ne veulent pas seulement des larmes et des noms. Leur dernier prix, c'est une bouche d'eau. » Taïan resta silencieux. Le nom qu'il avait prononcé résonnait encore dans sa poitrine. Anakou. Il lui était étranger et familier à la fois. Il sentait que lorsque le moment serait venu d'ouvrir le puits, ce nom résonnerait à nouveau. Fin. La tribu retourna au campement en silence. Mais ce silence était différent. Il était peuplé des voix oubliées, douces et régulières. Les gens sentaient qu'ils avaient fait un pas dans la bonne direction, mais le dernier sacrifice, le plus difficile, les attendait. Les ombres n'avaient pas complètement disparu. Elles se tenaient à l'écart, comme d'étranges voyageurs au bord de la route, et regardèrent le camp avec des visages vides. Leur silence était une promesse. Nous viendrons chercher le dernier. Chapitre 4. La bouche d'eau. Le 3e jour après la cérémonie des noms, le ciel s'assombrit, mais il ne pleuvait pas. À l'ouest, de lourds nuages pendaient comme les os d'un animal sous la peau de l'horizon, mais ils ne bougeaient pas. Le vent soufflait dans la steppe avec un sifflement sec, et la terre craquait de plus en plus profondément. Le chaman Kao dit à la tribu, « Nous avons rendu les larmes, nous avons rendu les noms, mais l'eau dort toujours. Le dernier prix à payer est d'ouvrir la bouche de la rivière, et si nous ne le faisons pas correctement, elle ne nous donnera pas la pluie, mais emportera tout ce qui existe. » Les gens écoutaient en silence. Même les enfants, habitués à chuchoter et à rire, étaient assis tranquilles. Tout le monde savait que le puits sonore n'était pas simplement un puits, mais le souffle de la terre. Il abritait quelque chose qui n'aimait pas être réveillé. Le chemin vers le puits. Lorsque le soleil toucha le bord des montagnes, toute la tribu se mit en route vers le puits sonnant. Les hommes portèrent des pelles en pierre et des ceintures faites d'herbe, les femmes des bottes de sauge et de serre-pieds, et les enfants des pierres rondes appelées oreilles. Le puits les attendait, trou noir dans la terre. Son goulot était scellé d'argile et de résine, à la surface de laquelle on pouvait voir des fissures, comme de vieilles cicatrices. Il en émanait une fraîcheur anormale par une telle chaleur. Les ombres étaient déjà là. Elles se tenaient en demi-cercle autour du puits, hautes, informes, mais dans leur poitrine brillaient des feux comme de petites lunes. Chaque feu était un nom rendu par les humains, mais une ombre brillait plus que les autres, celle qui avait répondu au nom d'Anakou. Elle se pencha en avant lorsque la tribu s'approcha. « Vous nous avez donné des larmes, vous nous avez donné des noms, donnez-nous de l'eau. » Début du rituel. Chao se leva au bord du puits. Ses mains tremblaient, mais sa voix était ferme. « Nous allons ouvrir la bouche de la mine, mais pas complètement. La terre doit respirer, pas crier. »
Il ordonna aux hommes d'attacher des sangles d'herbe autour du goulot du puits, afin que l'argile ne s'effondre pas immédiatement. Les femmes allumèrent des herbes et entourèrent le cercle de fumée. Les enfants disposèrent des pierres en spirale depuis le puits jusqu'au bord du champ. Chao prit une pelle et retira délicatement la première couche d'argile. Une odeur de froid s'échappa de l'intérieur. La deuxième couche dégageait une odeur d'humidité. La troisième couche produisait un murmure semblable à un grondement lointain. Taiyan se tenait à côté et sentait ses jambes trembler. À chaque bruit provenant de la mine, il croyait entendre le nom d'Anaku, de l'eau et des ombres. Lorsque la dernière couche d'argile fut retirée, un gémissement s'échappa du puits. Ce n'était ni le vent, ni l'eau, mais un gémissement, comme si la terre elle-même avait enfin ouvert la bouche. Les ombres se mirent à bouger. Leurs visages vides s'animèrent, comme s'ils souriaient. Un murmure s'éleva des profondeurs. Puis les premières gouttes apparurent, fines comme des fils. Elles tombèrent sur le sable et furent immédiatement absorbées, mais l'odeur changea. L'air devint frais, sentant la mousse et la terre humide. « Ça suffit, dit Chao. La terre a respiré. Maintenant, attendons sa réponse. » Mais les ombres se mirent à bourdonner. Leurs voix se fondirent en un rugissement unique. « Ce n'est pas suffisant. Donnez-nous tout, que toute l'eau s'écoule. » La lutte. Les gens reculèrent, effrayés. Les femmes serrèrent leurs enfants contre elles. Les hommes saisirent leurs lances, même s'ils savaient que leurs armes étaient inutiles. Les ombres s'approchèrent du puits. La lumière dans leurs poitrines palpitait, comme si elles étaient prêtes à se précipiter à l'intérieur pour puiser l'eau elle-même. Taiyan comprit, s'il brisait le seau, le flot emporterait tout. La terre n'accepterait pas un tel sacrifice, et il ne pleuvrait pas. Il fit un pas en avant, droit vers le bord du puits, et leva les mains. « Si vous voulez de l'eau, prenez-moi. Je vous rendrai votre souffle, mais pas la rivière. » Les ombres s'arrêtèrent. La silhouette la plus grande parmi elles s'agita. Une voix retentit comme un coup de tonnerre. « Anak !» Ce nom résonna dans la poitrine du jeune homme. Il comprit qu'il avait un lien avec lui. Peut-être s'agissait-il d'un ancêtre ou d'une partie de son âme perdue dans le passé. Le contrat. Le chaman frappa le sol avec son bâton. « Si vous prenez l'eau par la force, il ne pleuvra pas. Vous n'obtiendrez que la mort. Mais si vous acceptez le souffle d'un seul, la terre l'entendra et s'ouvrira d'elle-même. » Les ombres tremblaient, comme si elles prenaient une décision. Puis la plus grande se pencha vers Taiyan. Sa lumière toucha sa poitrine et le jeune homme, suffocant, tomba à genoux. Il sentait le froid et l'eau entrer en lui, comme si ses poumons se remplissaient non pas d'air, mais d'une rivière. « Tu es notre bouche, » dit la voix. « À travers toi, nous parlerons. » Et les ombres reculèrent. Fin du rituel. Le puits ne s'est pas effondré. Il respirait doucement, produisant un écho sourd, comme le vent dans un tuyau de pierre. Une fraîcheur glaciale s'élevait de l'intérieur, et des gouttes d'humidité commencèrent à se former sur les bords de la cicatrice. Elles coulaient le long des parois, tombaient sur le sol et disparaissaient. Mais chaque goutte laissait une trace, un petit cercle sombre sur la poussière. Les gens pleuraient de joie, c'était le premier signe de pluie, encore faible mais bien réel. Le chaman a dit, la terre l'a accepté. Nous lui avons donné nos larmes, nos noms et notre souffle. Maintenant, elle nous rendra l'eau. Présage. Mais Taiyan sentait que ce n'était que le début. La lumière qui avait pénétré dans sa poitrine ne disparaissait pas. Il entendait les voix des ombres à l'intérieur de lui. Elles murmuraient des noms, réclamaient son attention. Et il savait qu'un jour, elles parleraient à travers lui. Et quand cela arriverait, la tribu devrait décider si elle le considérait comme un être humain ou comme une bouche des esprits. Chapitre 5. La pluie et l'ombre. Le soir, après le rituel au puits sonore, le ciel changea. Il était encore sec et lourd, mais à l'ouest, une sombre ligne de nuages s'accumulait. Les gens étaient assis autour des feux et n'en croyaient pas leurs yeux, on aurait dit un mirage. Mais vers minuit, les nuages se mirent en mouvement, lentement, comme un troupeau de bisons que personne ne poursuivait. Une première goutte tomba. Tumba. Elle frappa le sol aux pieds du garçon et laissa une tache noire sur la poussière. Le garçon poussa un cri, mais pas de peur, de joie. Puis une autre goutte tomba, puis une autre. Bientôt, toute la clairière fut parsemée de petits pointeaux noirs. Les gens levèrent les yeux vers le ciel et des perles de pluie froide apparurent sur leur peau. Pour la première fois depuis des mois, la tribu goûta l'eau. Les femmes pleuraient, les vieillards tendèrent les mains vers le ciel.
Les enfants riaient en tournoyant dans les gouttes comme dans une danse. Mais la joie fut de courte durée. Une ombre dans la pluie, avec la pluie, un autre son est revenu, grave, sourd, comme des coups de tambour sous terre. L'eau tombait sur les feux et éteignait les flammes, mais dans le bruissement de la pluie, les gens ont entendu des mots. Ils n'étaient pas clairs, mais ressemblaient à des paroles, des voyelles longues, comme si quelqu'un essayait de parler à travers des milliers de gouttes à la fois. Le chaman Chao fronça les sourcils. « Ce n'est pas seulement la pluie, dit-il. L'humidité a amené ceux qui attendaient. » Et c'était vrai. Des ombres commencèrent à apparaître dans les trombes d'eau. Au début, elles étaient transparentes, comme des reflets, mais elles se densifièrent rapidement. On aurait dit que chaque ruisselet donnait naissance à une silhouette. Elles coulaient le long des épaules et des visages des gens, tombaient à leurs pieds et remontaient non plus sous forme de gouttes, mais de silhouettes liquides. Elles n'attaquaient pas. Elles se tenaient là, silencieuses, le regard vide. Mais elles dégageaient un froid que Taïan connaissait déjà. Les voix à l'intérieur, Taïan était assis près du feu et sentait que la pluie parlait à travers lui. Chaque goutte résonnait dans sa poitrine, où vivait désormais la lumière reçue au puits. « Nous sommes là, entendit-il en lui-même. Tu es notre bouche. Dis-leur. » Il serra les dents, mais les mots sortirent tout seuls. Sa voix résonna fort, même s'il ne le voulait pas. Ils sont là, et ils veulent les corps. Les gens se tournèrent vers lui. Personne ne fut surpris. Tout le monde savait que Taïan était lié aux ombres. L'épreuve. Les ombres s'approchèrent. Leurs silhouettes tremblaient, comme si elles étaient faites de pluie. L'une d'elles tendit une main longue et transparente, à travers laquelle on pouvait voir la lune. Elle toucha l'épaule du guerrier Théo. Son corps trembla, et il s'agenouilla un instant. Mais il se redressa brusquement, et arracha la main du fantôme comme on arrache une branche. « Ils veulent entrer, » murmura-t-il d'une voix rauque. « Mais ce ne sont pas nos ancêtres, ce sont des étrangers. » Le chaman frappa sur son tambour. Le son résonna dans la clairière, mais les ombres ne reculèrent pas. Elles vacillèrent seulement, comme si elles avaient entendu une mélodie familière. La décision du chaman. « Nous leur avons donné des larmes, » dit Chao. « Nous leur avons donné des noms. Nous leur avons ouvert la bouche de l'eau. Mais maintenant, ils réclament des corps. » Il regarda les gens. Les femmes serraient leurs enfants contre elles. Les hommes tenaient leurs lances, même s'ils savaient que leurs armes étaient impuissantes. « Si nous les laissons entrer, ils vivront parmi nous, » continua le chaman. « Mais alors, nous cesserons d'être nous-mêmes. Si nous les rejetons, la pluie s'en ira. » Le silence était plus lourd que la pluie elle-même. Le choix de Taïana. Les ombres se remirent à parler par l'intermédiaire de Taïan. « Tu es notre bouche. Dis, nous entrerons. » Le jeune homme se leva. La pluie coulait sur son visage, et on aurait dit que ses larmes se mêlaient à l'eau. Il sentait que des centaines de voix attendirent ses paroles. « Non, dit-il enfin, vous pouvez vivre à côté, dans notre silence, dans notre fumée, dans nos rêves. Mais le corps n'appartient qu'aux vivants. » Les silhouettes s'immobilisèrent. Des lumières s'allumèrent en elles, pas très vives, mais chaudes, comme des braises dans les cendres. La fin de la nuit. Il a plu jusqu'au matin. La terre s'est imprégnée d'humidité. Les fissures se sont refermées. La rivière a commencé à mugir plus fort qu'auparavant, et les gens ont recueilli les premières poignées d'eau dans des récipients. Les ombres se dissipaient lentement. Leurs silhouettes s'estompaient avec la pluie, retournant dans l'air. Mais lorsque la dernière ombre disparut, une voix résonnait encore dans la poitrine de Taïana. « Tu es notre bouche. Nous parlerons à travers toi. » Présage. À l'aube, les gens se réjouissèrent de la pluie. Mais le chaman Chao restait silencieux. Il savait que la pluie était un prix à payer, mais pas la fin. Les ombres n'étaient pas parties pour toujours. Elles avaient retrouvé le chemin vers le jeune homme, et un jour, il ouvrirait la bouche non seulement pour lui-même, mais aussi pour elle. Chapitre 6. La bouche des ombres. La pluie tomba pendant 3 jours et 3 nuits. La terre l'absorbait avidement, les fissures disparaissaient, la rivière retrouvait sa voie, les champs devenaient mous, comme de la peau qui respire. Les gens se réjouissaient, riaient, dansaient sous les averses comme des enfants. Mais la joie était toujours accompagnée d'une ombre, celle qui vivait désormais dans la poitrine de Taïan. Le jeune homme ne dormit pas de ces 3 nuits. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il entendait des voix. Elles murmuraient des noms, réclamaient des souvenirs, parfois riaient ou pleuraient d'une voix étrangère. Tout cela résonnait en lui, et il sentait que s'il parlait à voix haute, ce ne seraient pas ses propres mots qui sortiraient de sa bouche,
mais ceux des ombres. Conseil autour du feu. Lorsque la pluie cessa, la tribu se rassembla autour du feu sacré. La terre était gorgée d'eau, l'herbe avait repoussé, les enfants jouèrent dans les flaques. Mais les visages des adultes étaient sombres. Le chaman Kao se leva et dit « La sécheresse est terminée. Nous avons payé le prix. Mais le prix n'est pas encore entièrement payé. La fumée a amené les ombres, et maintenant elles ne vivent plus à l'extérieur, mais à l'intérieur. » Tous les regards se tournèrent vers Taïan. Il se tenait à l'écart, les épaules affaissées, le regard fatigué. Une lueur étrangère brillait encore dans sa poitrine. « Tu es devenu leur porte-parole, dit Chao. Maintenant, la tribu doit décider. Nous te gardons parmi nous, ou nous te renvoyons seul. » Les femmes se mirent à murmurer. Les hommes froncèrent les sourcils. Certains disaient « Il nous a sauvés, on ne peut pas le livrer. » D'autres « Il est la porte des ombres, elles parleront à travers lui. » Le Doutaya, une vieille femme, se leva. Sa voix était douce, mais chaque mot résonnait comme une pierre jetée dans l'eau. Nous avons toujours eu peur des oubliés. Nous avons caché leurs noms, leurs larmes, leur eau. Et c'est pour cela que la sécheresse est venue. Mais il a tout ramené. Si nous lui tournons le dos, nous commettrons à nouveau la même erreur. « Et s'il se perd ?» demanda le guerrier Théo. « S'il se lève un jour et dit non pas ce qu'il pense, mais ce qu'il pense ?» Aya répondit « Alors nous nous souviendrons que ce n'est pas lui, mais nous-mêmes, car nous avons fermé la bouche de la terre. » La nuit de l'épreuve, le chaman proposa une dernière épreuve. Il parlera cette nuit. Si ce sont les paroles des ombres, nous le saurons. Si ce sont les paroles de la terre, nous le saurons aussi. Les gens se sont rassemblés autour du feu. 4 feux brûlaient aux 4 coins du campement, la fumée s'élevant directement vers le ciel. Tout le monde était silencieux. Taïan s'assit au centre. Des voix résonnaient en lui, exigeant de sortir. Il ferma les yeux et les laissa s'écouler. Le discours des ombres. Ses lèvres s'ouvrirent. D'abord, il y eut un sifflement, comme celui des charbons sur lesquels on verse de l'eau. Puis des sons prolongés, semblables à des chants. Enfin, les mots prirent forme. « Nous ne sommes pas morts, nous sommes oubliés. Nous sommes les larmes que vous avez cachées. Nous sommes les noms que vous n'avez pas prononcés. Nous sommes l'eau dont vous avez bouché nos bouches. Nous sommes vos ombres. » Les gens ont tremblé, mais n'ont pas crié. Les mots étaient effrayants, mais ils n'étaient pas remplis de haine. Taïan continua. « Nous ne voulons pas de corps. Nous voulons que vous gardiez notre mémoire. Parlez de nous dans vos chansons, et alors nous partirons en paix. Mais si vous nous oubliez à nouveau, nous reviendrons sous forme de fumée. » Acceptation. Chaman frappa 3 fois sur son tambour. « Nous avons entendu, dit-il. Nous nous en souviendrons. » Aya leva les mains et prononça le nom qu'elle avait rendu au cimetière. Théo lui fit écho, puis les autres, et le cercle se remplit de noms. C'était la première fois que les noms des oubliés étaient prononcés à voix haute, ensemble, sans crainte. Les ombres autour de la clairière s'élevèrent dans les airs et se dissolurent dans la fumée des feux. Leur lumière s'éteignit, mais une sensation resta dans l'air. Le silence était devenu plus profond qu'auparavant. Le dernier signe. Lorsque les gens se dispersèrent dans les huttes, Taïan resta près du feu. Les voix dans sa poitrine s'étaient tues. Il n'entendait plus qu'un léger écho, comme des ondulations à la surface de l'eau. « Vous êtes parti ?» demanda-t-il doucement. Et il entendit une réponse à peine audible. « Nous sommes ici, mais nous ne demandons rien pour l'instant. Nous attendons. » Il comprit. Ils n'étaient plus des étrangers. Ils faisaient désormais partie de sa mémoire. Épilogue. Le lendemain, la pluie s'abattit à nouveau sur la steppe. Pas une tempête, pas un déluge, mais une pluie douce qui nourrissait la terre. Les gens chantaient des chansons, et dans ces chansons figurèrent les noms de ceux qui n'avaient jamais été nommés auparavant. Taïan était assis en cercle avec les autres, et personne ne le regardait plus comme un étranger. Il était leur bouche pour les ombres, mais en même temps leur propre voix, et la fumée qui s'élevait des feux ne formait plus de silhouettes effrayantes. Elle s'élevait directement vers le ciel comme il se devait.